Bitcoin, c'est avant tout des blocs. Imagine un grand livre comptable où chaque bloc, c'est une page de ce livre. Mais voilà le truc. La taille maximum d'un bloc est fixée depuis la création du Bitcoin à un seul et unique mégaoctet. Concrètement, ça se traduit par environ 7 transactions par seconde. Imagine la galère au quotidien. Tu veux acheter quelque chose avec des Bitcoins, tu envoies ta transaction et là, tu attends. Tu attends parce qu'il y a des milliers d'autres transactions devant toi. Déjà, c'est frustrant et en plus, ça pose une question existentielle. Comment Bitcoin peut-il devenir à terme une monnaie mondiale utilisée par peut-être des milliards de personnes s'il ne peut gérer que 7 malheureuses petites transactions par seconde? Et c'est exactement ça, la question qui a déclenché la fameuse guerre des blocs. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, pense à t'abonner si tu veux comprendre les vraies batailles qui façonnent Bitcoin. Le premier camp disait ceci. On passe d'un émo à 8 émos, puis à 16 émos. On change donc le code source de Bitcoin pour le rendre plus performant, plus rapide, plus capable de servir des millions de personnes simultanément. On transforme Bitcoin en concurrent direct de Visa, en système de paiement mondial capable de gérer des milliers de transactions par seconde. Pour eux, c'était une évidence. Et quand je t'explique tout ça, je pense que tu es plutôt d'accord avec ça. Bitcoin devait absolument évoluer, grandir, s'adapter au monde réel, à la demande. Sinon, évidemment, il mourrait étouffé par son propre succès. Plus il y aurait de personnes, plus ce serait compliqué et plus la fin de Bitcoin était proche. C'est ça que pensait le premier camp. Le deuxième, lui, hurlait l'inverse. Il ne voulait toucher à rien, garder le code source tel qu'il était. Garder les blocs à un seul mégaoctet. Parce que d'après eux, si on augmentait cette taille, on aurait alors centralisé petit à petit Bitcoin. Seules les grosses entreprises pourraient alors faire tourner les nœuds, les utilisateurs normaux seraient donc indubitablement exclus de ce processus et Bitcoin perdrait alors ce qui le rend unique, sa décentralisation. En gros, sa résistance à la censure, sa robustesse face aux attaques. Et pour eux aussi, c'était une évidence. Bitcoin devait rester petit, accessible, décentralisé, même si cela signifiait sacrifier la vitesse et l'efficacité du protocole à court terme. Donc 2 visions, 2 philosophies et 2 futurs possibles pour Bitcoin. Et aucun des 2 camps ne voulait céder un seul millimètre à l'autre. Maintenant, laisse-moi te plonger dans le cœur du débat. Parce que derrière cette guerre, apparemment un peu technique, il y avait surtout un enjeu philosophique énorme. Un enjeu qui détermine encore aujourd'hui ce que Bitcoin représente vraiment. Cet enjeu, c'est l'antifragilité du réseau. Et pour comprendre pourquoi c'est crucial, je dois d'abord t'expliquer ce qu'est un nœud Bitcoin. Un nœud, c'est un ordinateur qui fait tourner le logiciel Bitcoin. Cet ordinateur télécharge l'intégralité de la blockchain, donc toutes les transactions du premier bloc jusqu'à aujourd'hui. Il vérifie chaque transaction et valide chaque règle. Il surveille que personne ne triche. C'est entre guillemets le gardien du réseau. Et il y en a plein des nœuds. Et le truc qui est génial, c'est que n'importe qui au sein du réseau Bitcoin peut aujourd'hui faire tourner son propre nœud. Toi, moi, ton voisin, avec un simple ordinateur ou même un Raspberry Pi à seulement 50 balles. Tu télécharges le logiciel, tu l'installes, tu le laisses tourner et hop, tu participes à la sécurisation de Bitcoin. Tu deviens donc un acteur du réseau. C'est ça la décentralisation. Comme énormément de gens peuvent avoir un nœud, il y a donc énormément de nœuds Bitcoin et tout est décentralisé et pas concentré sur quelques nœuds qui seraient très puissants et très riches. Mais il y a un problème. Pour faire tourner un nœud, tu dois donc stocker toute la blockchain. Et cette blockchain, elle grandit en permanence. Entre 2015 et aujourd'hui, elle est encore plus grosse qu'avant. Chaque bloc ajouté, c'est 1 émo de plus à stocker. Donc environ 144 blocs par jour, 52 000 blocs par an, 550 gigas de données à télécharger et à conserver. Ça, c'est déjà énorme. Ça limite forcément le nombre de personnes capables d'y participer. Maintenant, imagine ce qui se serait passé si on avait augmenté la taille des blocs. Passer d'1 émo à 8 émo par exemple. Ça multiplie la croissance de la quantité à stocker par 8. La blockchain aurait alors atteint plusieurs téraoctets en quelques années. Peut-être 10 téras, 20 téras, voire plus.
Qui peut stocker 20 Tera chez lui? Personne. Enfin, presque personne. Seules les grosses entreprises, les fermes de serveurs, les organisations avec des budgets conséquents. Les utilisateurs ordinaires auraient donc été exclus. Ça se serait fait progressivement, silencieusement, mais elles auraient été exclues. Et Bitcoin serait alors devenu centralisé, contrôlé par seulement une poignée d'acteurs puissants. Exactement comme le système bancaire actuel. Quelques banques qui gèrent toutes les transactions. Quelques acteurs qui décident des règles et qui peuvent donc censurer les transactions qu'ils ne trouvent pas pertinentes et valider celles qu'elles ont envie. C'est exactement l'inverse de ce que Bitcoin promettait au départ. Une monnaie citoyenne, totalement décentralisée. Et les conservateurs avaient justement très bien compris ce concept. Ils se battaient donc pour une raison simple mais puissante. Plus il y a de nœuds différents, plus le réseau est décentralisé. Plus il est résistant aux attaques. Plus il est impossible de le censurer. Donc, plus il est antifragile. Si demain, un gouvernement veut interdire Bitcoin, il doit attaquer tous les nœuds. Et cela partout dans le monde, dans des centaines de pays, chez des milliers de particuliers. C'est donc totalement impossible. Mais si Bitcoin n'a que quelques dizaines de nœuds, gérés par des grosses entreprises, alors il suffit de faire pression sur ces entreprises, de les menacer, de les obliger à se conformer, et alors Bitcoin meurt. Ou pire, il devient contrôlable. C'est ça l'enjeu de la décentralisation. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un détail technique, c'est le cœur même de Bitcoin. C'est ce qui le différencie de PayPal, de Visa, de toutes les autres monnaies numériques centralisées. Et les conservateurs étaient prêts à tout pour protéger cette décentralisation, même si cela signifiait sacrifier la vitesse du réseau. Parce que pour eux, un Bitcoin rapide mais centralisé, ça ne vaut rien. Ça ne répond plus à la promesse de Bitcoin originale. Alors oui, bien sûr, garder des blocs à 1 MO, c'était créer des problèmes à court, moyen et long terme. Mais ça protégeait l'essence de Bitcoin à long terme. Et de l'autre côté, les réformateurs hurlaient que c'était suicidaire, que Bitcoin allait mourir étouffé, que personne n'utiliserait une monnaie extrêmement lente et chère. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. La tension donc montait, les forums, les conversations explosaient, les débats tournaient même jusqu'à l'insulte, au boycott. Et c'est tous ces échanges vraiment complexes et tendus et ces tensions qu'il y avait entre ces deux camps qui a ensuite été nommé guerre des blocs. Parce que les réformateurs, c'était pas non plus des idiots. Ils avaient aussi de leur côté des arguments solides. Et surtout, ils avaient des soutiens puissants. Leur vision était claire. Bitcoin devait devenir une monnaie mondiale, un système de paiement utilisable par des milliards de personnes. Pour acheter un café par exemple. Et pour ça, il leur fallait de la vitesse, de la capacité, de la performance. Avec seulement 7 transactions par seconde, c'était juste ridicule à leurs yeux. Complètement insuffisant et inutile. Visa gérait 1700 transactions par seconde. Et Bitcoin qui voulait le concurrencer avec seulement 7 transactions. Mais c'était juste une grosse blague, un suicide commercial. Alors ils ont créé Bitcoin XT, un projet alternatif porté par plusieurs développeurs influents. Leur proposition était radicale. Augmenter la taille des blocs à 8 MO immédiatement, puis continuer à l'augmenter tous les 2 ans, doubler la capacité régulièrement jusqu'à atteindre les fameux 32 mégaoctets par bloc en 2036. Un saut dans le vide énorme, une transformation complète du protocole. Mais pour eux, c'était nécessaire, indispensable. Sans ça, Bitcoin resterait une simple curiosité technique et surtout réservée aux geeks, et donc pas au grand public. Et ils n'étaient pas les seuls dans ce combat. Derrière eux se tenaient des géants de l'industrie crypto. Bitmain, le plus gros fabricant de machines de minage au monde. Coinbase, la plateforme américaine d'échange la plus populaire. Roger Ver, surnommé Bitcoin Jesus, un des premiers investisseurs massifs dans le Bitcoin. Des acteurs énormes, super puissants, qui avaient des intérêts financiers colossaux. Des millions de dollars investis. Des entreprises entières construites sur Bitcoin. Et pour eux, un Bitcoin lent et congestionné était une catastrophe commerciale. Ils voulaient donc du changement, vite, maintenant, et ils étaient prêts à tout pour forcer cette mise à jour. Mais face à eux, les conservateurs tenaient bon. Ça a duré 2 ans quand même, parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. Augmenter la taille des blocs n'était qu'un pansement temporaire. Ils proposaient donc une alternative, une solution technique, élégante, et qui aurait pu tout changer sans pour autant sacrifier la décentralisation.
Cette solution s'appelait SegWit. L'idée était juste brillante. Au lieu d'augmenter brutalement la taille des blocs, SegWit modifiait la façon dont les transactions étaient stockées. Il optimisait alors l'espace utilisé et rendait les transactions plus compactes, plus efficaces. Résultat, on pouvait faire tenir plus de transactions dans un même bloc, un bloc d'un seul émo, l'équivalent d'environ 2 émos de sa capacité, et cela sans un hard fork, sans avoir à casser le réseau en deux, sans exclure les petits nœuds. Et surtout, SegWit préparait le terrain pour quelque chose de plus grand, de plus révolutionnaire, le fameux Lightning Network. Une solution de seconde couche et qui permettrait de gérer des milliers de transactions par seconde en dehors de la blockchain principale. Des micro-transactions instantanées, des frais quasi nuls et une scalabilité infinie. Le Lightning Network, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est absolument capital pour l'avenir de Bitcoin. Enfin, en tout cas, une version de ce Lightning Network. Parce que c'est peut-être pas aujourd'hui la plus optimisée. Mais elle a le mérite d'exister et donc je pense que des développeurs vont l'améliorer, voire s'en inspirer pour créer encore une seconde couche. Peut-être qu'il y aura plein de couches différentes autour de Bitcoin. Donc c'était, je pense, la meilleure solution à proposer. Comme quoi, finalement, tout est possible. Mais à l'époque, les réformateurs refusaient de l'entendre. Ils voulaient des résultats immédiats, des blocs plus gros, maintenant et tout de suite. Pas des solutions complexes et qui prendraient des années à se développer. Et là, les choses ont vraiment dégénéré. Parce que ce n'était pas juste un débat technique. C'était devenu une bataille politique. Une guerre de pouvoir pour le contrôle de Bitcoin. Des menaces, des insultes et une violence verbale assez incroyable. Les deux camps se haïssaient fondamentalement. Chacun était convaincu que l'autre était absolument stupide et allait finir par détruire Bitcoin. Et personne ne savait comment cette guerre allait finalement s'achever. Jusqu'au jour où l'impensable s'est produit. Bitcoin s'est littéralement séparé en deux. 1er août 2017, une date historique. C'est ce jour-là que Bitcoin Cash est né. Un nouveau Bitcoin, un deuxième Bitcoin, une nouvelle blockchain. Et donc une séparation assez définitive. Pour comprendre alors ce qu'il s'est passé, je dois d'abord t'expliquer ce que c'est un hard fork. Imagine que tu as une route, tout le monde circule sur cette route depuis des années. Et soudain, la route se divise en deux. Un embranchement. Deux directions complètement différentes. Tu es donc obligé de choisir. Soit à gauche, soit à droite. Et tu ne peux pas rester sur les deux en même temps. C'est exactement ça un hard fork. C'est une mise à jour qui crée deux routes différentes. Le réseau Bitcoin est donc scindé en deux versions distinctes, deux blockchains séparées. Bitcoin d'un côté et Bitcoin Cash de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'aucun des deux camps n'a réussi à convaincre l'autre. Aucun consensus n'était possible. Les conservateurs refusaient de lâcher quoi que ce soit et les réformateurs, eux, refusaient d'attendre SegWit ou Lightning Network. Le dialogue était donc rompu. La guerre était dans une impasse. Alors les réformateurs ont fait un choix radical. Créer leur propre version de Bitcoin, avec des blocs de 8 émos pour commencer, avec leur propre vision, leur propre futur pour cette technologie. Bitcoin Cash est donc né de cette rupture. Leur message était simple. Bitcoin Cash, maintenant, c'est le vrai Bitcoin. Pour eux, Bitcoin original avait trahi sa mission. Il était devenu une réserve de valeur lente et chère, pas un moyen de paiement. Bitcoin Cash, lui, allait corriger cette erreur, redevenir ce que Bitcoin aurait toujours dû être. Et ce n'était d'ailleurs pas le premier hard fork de l'histoire des cryptos. Ethereum avait aussi connu la même chose un an plus tôt, en 2016, avec la naissance d'Ethereum classique. Une division similaire, une communauté donc déchirée et deux visions qui étaient incompatibles. Mais pour en revenir à Bitcoin, lui, c'était différent. C'était plus violent, plus symbolique. Parce que Bitcoin, c'est la mère de toutes les cryptos. Le protocole originel. Le symbole de la décentralisation dans le monde. Et le voir ainsi se diviser, c'était comme assister à la fin d'une époque. Le jour du hard fork, chaque personne qui possédait du Bitcoin s'est retrouvée avec la même quantité de Bitcoin Cash et de Bitcoin normal. Si tu avais alors du Bitcoin, tu avais aussi du Bitcoin Cash. Automatiquement, les deux chaînes partageaient la même historique jusqu'à ce point de rupture. Aujourd'hui, Bitcoin vaut des dizaines de milliers de dollars, alors que Bitcoin Cash peine à dépasser les quelques centaines. Le marché a donc fait son choix. Les utilisateurs ont voté avec leur portefeuille, entre guillemets. Et la vision des conservateurs a, entre guillemets, triomphé. Pas par la force, pas par la censure, mais par l'adoption massive, par le consensus social, par la convention collective que la décentralisation valait plus que la vitesse. Mais cette victoire a aussi laissé des cicatrices profondes, des blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. La communauté Bitcoin, aujourd'hui, porte encore des traces de cette guerre.
Les débats sont parfois tendus, les divisions subsistent et certains ne se parlent toujours pas. Et moi, quand j'ai découvert toute cette histoire, il y a de ça quelques mois, j'étais assez fasciné. J'avais déjà entendu parler de Bitcoin Cash, mais là je comprenais vraiment les enjeux. Je ne savais pas du tout que ce hard fork n'était que la face immergée de l'iceberg. En fait, c'était la fin visible d'une guerre souterraine qui a duré pendant plus de 2 ans. Et au début, je te l'avoue, j'ai pensé que les réformateurs avaient raison. Augmenter la taille des blocs, ça semblait logique. Faire tourner la machine toujours plus vite, ça avait du sens. Mais plus j'ai creusé cette question, et plus j'ai compris. La centralisation grandissante autour de certains gros mineurs m'a vraiment fait flipper. L'idée que seules quelques entreprises puissent contrôler Bitcoin, ça m'a juste terrifié. Parce que ça, ce n'est plus du tout la vision que j'ai de Bitcoin. C'est juste une autre banque avec une sorte de vernis technologique. Alors j'ai commencé à m'intéresser à Lightning Network, à l'utiliser, à comprendre comment on pouvait avoir la vitesse sans pour autant sacrifier la décentralisation. Bien sûr, je ne suis pas encore un expert, c'est un sujet très complexe, mais c'est vraiment très prometteur à long terme. Alors c'est décidé, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça c'est promis. Mais avant, laisse-moi te donner ma conclusion sur cette guerre vraiment très particulière. Cette guerre, ce n'était donc pas, comme tu l'as vu, une simple querelle technique. C'était avant tout un combat pour la liberté, pour la décentralisation. Pour la même de ce que représente Bitcoin. Tout ce qui t'a peut-être amené à t'intéresser à Bitcoin aurait donc pu littéralement disparaître lors de cette guerre. La résistance à la censure, l'absence d'autorité centrale, la possibilité pour n'importe qui de participer au réseau, tout ça aurait pu disparaître. Et toi, maintenant que tu connais cette histoire, j'imagine que tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi Bitcoin est si spécial, pourquoi il est différent de toutes les autres cryptos, et pourquoi il m'inspire une telle passion, une telle conviction. Car Bitcoin, pour moi, c'est un outil d'une incroyable robustesse. Une technologie d'une utilité de plus en plus reconnue aujourd'hui. Certains États qui commencent même à l'adopter. Des entreprises qui en accumulent dans leurs réserves. Des citoyens qui le découvrent et en achètent aussi. Mais c'est aussi et avant tout un pari risqué, avec des batailles qui sont permanentes. Donc comprendre cette guerre, c'est comprendre d'où vient Bitcoin. C'est aussi saisir pourquoi investir ou utiliser ce protocole est donc une véritable chance, une opportunité historique de participer à quelque chose de révolutionnaire, notamment la séparation de la monnaie et de l'État. Alors maintenant, si cette plongée dans l'histoire de Bitcoin t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment la chaîne. Abonne-toi si tu veux continuer à entendre de la vulgarisation autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. Et surtout, dis-moi en commentaire quel camp toi tu aurais choisi à l'époque. Conservateur ou réformateur? Segwit ou hard fork? Je veux vraiment connaître ton avis sur ce sujet. Parce que ce débat, il n'est pas vraiment totalement terminé. Il revient régulièrement et sous différentes formes. Et ton opinion, elle compte vraiment pour moi. Ah oui, d'ailleurs j'allais oublier, j'ai fait une autre vidéo sur l'UTXO. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et quels sont les risques? C'est encore un peu plus technique, encore un peu plus fascinant peut-être. Et franchement, je te la recommande. Si tu veux comprendre un autre aspect crucial de Bitcoin, cette vidéo elle est faite pour toi.